on sait que blâmer les gens, de dire t'es pas une bonne personne parce que t'es un junkie puis tu mérites pas de comme whatever, c'est ton choix. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec ce jugement de valeur-là, à la fin de la journée, est-ce que ce genre de philosophie-là va traiter le trouble? La réponse est non. Puis ça, on le sait très bien. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis très d'accord avec toi que si le but, c'est d'aider la personne, de comprendre elle est où, puis de l'aider où ce qu'elle est, c'est la seule chose à faire. Les gens qui sont vraiment contre toutes les mesures qui pourraient aider les addicts, les gens dans la rue, n'importe qui, c'est parce qu'ils pensent plus à eux. Ils pensent plus à leurs sentiments quand ils voient ces personnes-là. Ils n'aiment pas ça, voir les gens qui se piquent dans les rues. C'est pas beau. Ou dans le métro. Puis je comprends. C'est pas le fun à voir. Puis c'est vrai, mais... Est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou que tu internalises, le jugement des autres? Tout le temps, tous les jours, partout. Avant les dépendances aussi. OK. Ouais. Tu veux en parler? Je me préoccupe beaucoup du jugement des gens. Je vais agir pour ne pas me faire juger par les gens. Comme aller à 3 dépendants différents? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets de comportements que tu modifies pour éviter le jugement des gens? Pour rester dans le sujet de la consommation, justement, c'est pour ça que je cache ma consommation. C'est pour ça que je mens à ma mère. Tu sais, penses-tu que si on était une société beaucoup plus comme pragmatique et ouverte à ça, justement, parce que ça doit exacerber le trouble de devoir se cacher pour le faire. Tu veux rester chez vous, qu'est-ce que tu fais quand tu es chez vous? Tu joues aux jeux vidéo, tu prends de l'alcool, tu fumes du weed. T'sais? Fait que c'est ça que si tu étais plus à l'aise de sortir, d'en parler ouvertement avec tes amis, sans avoir la peur de te faire juger constamment, peut-être que ce serait plus facile d'aller chercher de l'empathie puis de l'humanité, puis de te faire valider ailleurs. Peut-être que ça amorcerait un processus de guérison qui t'aiderait à cheminer dans le traitement de ton trouble. Il y a beaucoup de pression sociale par rapport à la consommation, dépendance. J'ai encore cette idée-là que c'est de ma faute. Même si je suis 100% d'accord avec ton explication biologique, puis je sais, genre, j'ai eu des cours de biologie, puis oui. J'ai de la misère à l'accepter, là. Que je me suis laissé me rendre là. C'est quoi ta part de responsabilité là-dedans? Parce que c'est ça que t'en as une. 20-30%. C'est pas, il y a personne qui t'a rentré une bouteille de vodka dans la gorge, de force. 50% la société québécoise. 30% mon environnement familial, amitié immédiat. Puis 20% moi. OK. Genre. Ton libre arbitre. Moi. OK. Parce que moi, j'aime ça être cool. J'aime ça être respecté par les gens. Puis avoir raison. Et puisque la société montre que c'est toujours... c'est cool d'avoir ton verre et d'être tranquille. Et tu vois ça partout dans les films, le monde qui boit, puis tu vois ça partout autour de toi. Fait que c'est normal. Fait que tu le fais. Tu suis le monde. Pour des raisons qu'on ne comprend pas parfaitement encore, il y a des gens qui sont prédisposés à être des addicts. La façon dont ton cerveau est fait, c'est juste plus facile de rentrer là-dedans puis de décompenser parce que ton cerveau se fait hijacker par la dopamine puis les substances que tu ingères. Plusieurs vérités contradictoires peuvent être vraies en même temps. Il y a clairement un environnement puis un contexte biologique dans lequel tu évolues, mais qu'à la fin de la journée, tu as aussi un libre arbitre. Fait que je pense que c'est important aussi, quand on parle de noir et blanc, là, de pas tout est noir ou blanc, d'accepter que tu as une part de responsabilité. Fait que c'est sûr que je pourrais sortir une journée de ma carapace, puis ce que mon psy me dit, ou comme lui il me présente, c'est passe 2 heures sobre par jour, commence par 10 minutes, 20 minutes, puis essaie d'augmenter ces temps-là conscients que tu ne consommes pas. Ouais. Je comprends 100% son approche, puis c'est ça que je sais qu'il faut faire, de commencer tranquillement à ne pas consommer et à augmenter l'input de dopamine de d'autres sources. Puis ça, moi, je l'interprète comme tu sors de ta carapace, tu regardes le monde un petit peu, puis là, tu rentres dans ta carapace. Fait
Fait que c'est difficile d'accepter que t'es pas capable de juste t'en débarrasser de la carapace puis de rester sorti. T'es bien dedans, puis peut-être que tu l'as construit pour répondre à un besoin. T'es pas allé te cacher là pour rien. C'est tough en esti de sortir. Puis je sais même pas encore là si la solution, est-ce que c'est de sortir un petit peu puis de rentrer ou d'enlever des couches puis de pouvoir la soulever à un moment donné puis de marcher avec. Ou c'est les deux. Parle-moi des conséquences de ta dépendance. Je me déteste. Non, mais pour vrai, D'accord. je suis vraiment déçu de moi-même que, tu sais, oui, j'ai des études, mais je fais rien avec. Hein. Je suis pas capable de travailler en santé publique. J'ai pas la tête pour ça en ce moment. Là. Tu sais, il y a eu la COVID direct après que j'ai eu mon diplôme, puis j'ai rien fait. Hein. Je l'ai vécu d'un côté consommateur et non comme un professionnel qui aurait pu aider le monde. Là. Fait que je suis vraiment déçu de moi-même de pas aider les autres à pas tomber dans le même panneau que moi. Ouais, déçu de moi-même, de qui je suis devenu, de qui je suis, peut-être, moi aussi. Ouais. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. De regarder son passé avec tellement de regrets, c'est tough. Là. Puis là, c'est aussi qu'on dirait que je veux même pas sortir de ma carapace. Ou quand je sors, je regarde autour de moi, puis je trouve ça laid. Pourquoi je voudrais vivre là, dans un océan de béton, parce que le monde, tout le monde devient méchant ou selfish. I don't know. J'aime juste pas la société, man. OK. Fait que je vais me cacher. C'est plate à dire. Est-ce que tu trouves que tu as de la difficulté à avoir de l'empathie envers toi-même? Oui. OK. Oh, ouais. J'ai de l'empathie pour tout le monde, sauf moi. Parce que, non, mais parce que je t'entends parler, puis je suis comme, ben, c'est normal, là. Tu sais. Puis je sais que je devrais avoir de l'empathie envers moi-même. Puis je sais que j'ai fait des bonnes choses dans ma vie. Puis c'est correct. Mais non. Si Je moi peux être mieux, je peux être meilleur. Ouais. Mais tu sais, si moi, demain, je passais ma journée à comme, boire et consommer et je ferais rien de productif ou rien qui alimenterait le fait de donner un sens à ma vie, moi aussi, je me sentirais comme ça, là. T'es une personne qui, genre, t'aimes ça être validé, t'aimes ça être vu, t'aimes ça être sécurisé, t'aimes ça performer. Puis à quelque part, je pense qu'on est tous comme ça, mais pour une certaine raison, t'es peut-être plus fragile là-dedans. Puis en ce moment, tu vis quelque chose où, genre, t'es aucunement productif. Je pense que la réponse attendue, c'est que tu te sens coupable de ça. Dans ma tête, c'est pas un non-sens, là. Je suis comme, ben oui. Puis c'est pour ça que j'utilise le mot attendu et pas le mot normal, parce que ça veut rien dire, normal, là, dans ce contexte-ci. Mais, Je voudrais être normal. tu sais, je pense que comme je pense que ce qui serait pire, ce serait que tu te culpabilises de te sentir coupable. C'est comme, pourquoi je suis de même? Ben, parce que c'est vrai que tu fais rien dans la journée. Oui. C'est ça que je dis, comme si tu le mets, si tu changes de chaise puis tu mets quelqu'un qui te regarde, ben, tu es comme, ben oui, c'est vrai. Je pense que ça va faire au moins comme 3 ans que je te dis qu'il faudrait que tu parles à un médecin du fait que tu bois beaucoup d'alcool. Oui. Mais ça, tu l'as fait, là. Tu as fini par le faire. Tu sais. Puis je pense que ça fait autant longtemps que je te dis qu'il faudrait que tu parles avec un psychologue. Et t'es pas la première personne qui me parlait. Ben, c'est la ça. première et la seule personne qui me parlait d'aller voir un psy. Puis tu l'as fait, ça aussi. Fait que tu sais, ça, c'est des choses objectives, là, que genre, même si tu trouves que, oh mon Dieu, je suis la pire personne du monde, tu as quand même fait des actions dans, entre guillemets, la bonne direction. Je vois pas ça nécessairement positivement parce que je suis encore à la même place. Ça m'a pas aidé. Ça t'appartient. Ouais. Comment tu le perçois, ça t'appartient. Moi, je le perçois comme quelque chose de positif. Parle-moi un petit peu de ton véganisme. Donc, j'imagine la première question, c'est pourquoi? T'aimes pas le goût de la viande? OK. Est-ce que je dis T'aimes la pas les réponse que je protéines? dis d'habitude au monde ou je dis la réponse un peu plus chiante que je pense vraiment? Parle ta vérité. Ma vérité. Je suis devenu végane parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une piste d'action qui était plus en lien avec mes valeurs. Plus que je lisais à propos de la transformation alimentaire, des conséquences
environnementales, de toutes les CAFOs, Concentrated Animal Feeding Operations. Fait que ça, c'est des méga grosses fermes. Toute la pollution, c'est l'eutrophisation des sols. Il y a plein d'études. Quand j'ai commencé à lire tout ça, ça m'a frappé. Et donc, j'ai continué de lire et ça m'a vraiment intéressé. Et puis, au début, c'était vraiment la santé. Tu sais, manger plus de fruits, légumes et de plantes. C'est bon si tu pars de la diète moyenne. Après avoir vu une couple de vidéos d'animaux qui se font trancher la gorge, j'étais comme, ouais, si je peux éviter ça, je le ferais. Puis là, j'apprenais comment. Fait que j'étais dedans. Maintenant, je crois encore à tout ça, mais je me dis plus simplement que c'est juste la bonne chose à faire. Mm-hmm. C'est quoi la place du véganisme dans ta vie? Ça prend une place importante, c'est sûr. C'est à tous les jours qu'on mange. Puis toutes mes interactions, je vois de la viande sur une table, là, puis je suis comme, ah, c'est un animal mort qui aurait pu ne pas être là. Tu t'adonnes à des revendications quand même, là? Des activités de revendication? Oui. De l'activisme? Oui. L'activiste que moi, je préfère, c'est Anonymous for the Voiceless. Donc, moi, je décrirais comme un groupe comme passif-agressif de véganisme. Dans le sens que tout ce qu'on fait, c'est qu'on met des masques, on tient des TV, puis il y a des images. Il me semble que c'est au moins genre 90-95% des images prises au Canada. On est dans une place publique, on est anonyme, on tient des télés avec des images de poussins qui rentrent dans des broyeurs. Parce que oui, tu sais, les poules qui pondent des œufs, les mâles, ils servent à rien. Ils ne deviennent pas de la viande. C'est pas la même race de poulet. Quand j'ai appris ça, c'est genre, what the fuck? Là, tu vois une image de poussin là, qui rentre dans un grinder, là, sur un conveyor, là, ça se fait tout broyer. Là. C'est pas cool. Ça, c'est pour nos œufs. Donc, de voir ces images-là, quand tu rentres ou sors d'un métro, si t'es pas intéressé, tu continues. Si les gens qui arrêtent, qui regardent pendant une vingtaine, trentaine de secondes, là, il y a des gens du groupe Anonymous for the Voiceless, des outreachers, qui vont aller parler aux gens, qu'est-ce que tu penses, des images que tu vois, qu'est-ce que ça te fait sentir, etc. Et si le plus possible, la méthode socratique est encouragée, faire réfléchir les gens justement aux conséquences de nos choix alimentaires. Puis là, c'est vraiment les conséquences éthiques par rapport aux animaux, mais la conversation peut tourner autour de tout ce que la personne pense, vraiment. Fait que j'aime ça. C'est de l'activisme one-on-one, mais avec des gens qui portent déjà un petit intérêt. Je le vois comme on fait pas chier les gens, ou au moins, si on les fait chier, ben, va-t'en. C'est ça, c'est pas mettre de la colle dans une poignée. C'est de courte durée. C'est quelques secondes. Oui, c'est ça. On brime pas les gens dans leur liberté. C'est quoi la relation entre le véganisme et ta dépression? Il y a certainement un lien par rapport juste à ma vision du monde. Il y a un livre que je veux lire, Vistopia, écrit par une psychologue australienne, je pense, Claire Mann. Puis cette psychologue-là a inventé un mot, la dystopie, pour parler de justement cette vision d'un point de vue vegan du monde. Fait que c'est la dystopie avec un V, parce que là, tu te rends compte que le monde, la normale dans laquelle on vit, du jour au lendemain, il y a tellement de surexploitation, tellement de souffrance. Tu sais, il y a des gorges qui se font trancher, même à toutes les secondes, là, partout dans le monde. Des familles qui se sont séparées, puis on pourrait juste manger des fucking pois chiches puis des lentilles, là. Pour 90% de la population, par exemple. Pas tout d'un coup. Il y a plein d'astérix après ce que je viens de dire. Mais c'est envisageable d'un point de vue et individuel et de santé publique de rendre les lentilles moins chères, les fruits et légumes moins chers, d'encourager les gens à cuisiner plus de soupe. En tout cas, le véganisme m'a certainement ouvert les yeux envers la cruauté du monde. Encore là, je vois pas pourquoi je sortirais de dépression, parce que je veux pas participer à notre société. Ça te dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais. On pourrait facilement s'imaginer que tu le prennes un peu comme « Hey, la société est dégoûtante, je vais la changer. » Puis là, c'est quasiment un facteur motivant pour te lever du lit à chaque matin puis aller à un travail qui a du sens pour toi. Mais en ce moment, si on prend le même énoncé, la société est dégoûtante, la façon dont tu l'interprètes et dont la perception que tu as, c'est la société est dégoûtante, pourquoi est-ce que je participerais à ça? Quand même, en disant ça, je veux pas dire que il n'y a pas un aspect nutritionnel du véganisme qui aurait pu influencer les dépressions. Ça se peut. J'ai fait des tests avec mon médecin, tout est revenu normal.
j'ai généralement une alimentation correcte, mais depuis que je suis tombé en dépression, je mange vraiment mal, en fait. Mais avant, je pense que j'étais correct. Est-ce que tu trouves que la société est bien équipée pour prévenir l'addiction? Oh que non! La prévention vaut de l'or. Vaut tout. Et la prévention, ça se fait en rendant la bonne chose à faire, que ce soit la chose facile à faire. C'est ça, la santé publique. C'est d'aider le monde à être en meilleure santé. Puis si la santé publique pourrait énormément aider indirectement par la nutrition, par l'activité physique, par les habitudes de vie générales des Québécois et Québécoises, si on monte tout ça d'un niveau, évidemment, ça irait mieux dans nos cerveaux. Il y en a plein d'études canadiennes qui disent que que de nourrir les gens, de payer pour... Le gouvernement paye des repas aux gens, santé, c'est que tu sauves de l'argent. Je ne me rappelle plus des détails de l'étude, là, mais c'était Krugig. C'est ça, le gouvernement te rapportait comme 3,5 $ pour chaque dollar investi en nutrition, dans des programmes de nutrition. Puis il reprenait cet argent-là en augmentation de la productivité de la population, moins de journées de congé, etc., etc. Il y a beaucoup de projets sociaux par rapport à la santé et la santé publique et juste le bien-être des Québécois, là, qu'il y a un consensus d'experts qui ont une réponse depuis 20 ans. Puis je ne comprends toujours pas pourquoi les politiciens, c'est pas encore fait. Je comprends qu'il y a des opinions différentes dans la population, mais si ça fait 20 ans que tes ingénieurs te disent qu'il faut que tu construises un nouveau pont, que ton pont va... On va l'écouter d'habitude, puis on va le réparer, le pont. Mais là, ça fait 20 ans que les nutritionnistes, ils veulent des affaires. Ça fait 20 ans que les épidémiologistes, ils veulent plus de ressources. Mais non, on coupe. Mais c'est ça qu'il y a beaucoup de lobby là, puis de capitalisme qui vient influencer toutes ces décisions-là de santé publique parce que c'est beaucoup plus vendeur. C'est pas très vendeur de dire on va prendre de l'argent public pour investir dans un projet pour les pauvres, pour les malades mentaux, pour les personnes qui sont stigmatisées, au lieu de juste dire comme on peut mettre des bras sur les bancs pour pas que les Autochtones dorment dessus la nuit. T'sais, on peut mettre toutes les boîtes pour mettre les aiguilles à une même place. Comme ça, on verra pas les gens qui s'injectent dans la rue. Fait que c'est sûr que c'est moins vendeur. Mais les évidences prouvent qu'à long terme, comme tu dis, souvent, les investissements sont financièrement et aussi moralement rentables. Et c'est vrai que c'est compliqué. Juste prendre l'exemple récent pour nous, à l'enregistrement, de le fédéral qui veut maintenant faire des programmes alimentaires dans les écoles. Mais ça, c'est une compétence provinciale. Fait que oui, je comprends le point que pourquoi le fédéral ferait ça. Mais en même temps, aujourd'hui et maintenant, je dis oui à ça. Parce qu'on veut nourrir nos enfants. Genre, ta gueule, dis pas non. On commence le programme. Vas-y, accepte l'argent. Puis après ça, genre, on va l'améliorer. Mais là, c'est vraiment, ça me pogne ce sujet-là parce que, justement, en santé publique, en nutrition, il y a des organismes qui ont été créés il y a 20 ans de salubrité alimentaire, que ça fait qu'eux-mêmes, ces organismes-là, reçoivent l'argent du gouvernement fédéral en subvention pour faire des recherches par rapport à la santé publique et la nutrition. Puis après ça, ils vont même pas les écouter. C'est quoi ça, man? Mais on peut parler de les annonces faites autour de l'assurance dentaire étendue, les annonces faites autour de l'assurance médicaments, la contraception gratuite. Puis le gouvernement du Québec qui dit non, c'est une compétence provinciale de nous de l'argent. Mais par ce conflit-là, ça fait juste retarder les soins aux personnes qui en ont besoin, ou les outils aux personnes qui ont des outils. C'est ça qui est déplorable, de dire que ça fait tant de temps que ton gouvernement provincial n'a pas été capable de le mettre en place, mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre le fasse. Malheureusement. Malheureusement, oui. Puis, c'est plate que le système est fait de même, mais c'est comprenable aussi que l'annonce arrive maintenant, avant les élections, puis que
en tant que politicien, c'est vrai qu'il faut que tu te fasses élire si tu veux faire les changements que tu veux faire. Fait que pour te faire élire, il faut que tu fasses une coalition avec plein de groupes différents. Puis là, il faut que tu essaies de satisfaire chaque groupe de chaque coalition pour qu'ils votent pour toi. Mais là, ça plaît pas à tout le monde. Puis tu feras pas élire pour faire la grosse chose que tu veux faire. En tout cas, Faut être un peu instrumental aussi. Même si tu faut jouer la game. Moralement bien intentionné, il faut quand même être un peu instrumental, malheureusement. Parle-moi, comment tu penses qu'on gère l'alcool en société? Tu sais, les grandes instances de la SAQ, Éducalcool qui dit la modération a bien meilleur goût. Qu'est-ce que tu penses de ça d'un point de vue de santé publique? Point de vue numéro 1. Je veux que la SAQ et la SQDC deviennent avec le même but, les mêmes principes, les mêmes présentations. OK. Que ce soit un qui devient plus intense ou l'autre qui le devient moins, je m'en fous. Faut que les deux, c'est des drogues. Les deux, comme le café aussi, là. Il y a plein de drogues. Mais les deux. Et le tabac, oui, plein, oui. Mais les deux, c'est des drogues aux conséquences sociétales négatives c'est correct de laisser la liberté aux gens de boire et de fumer, mais de le décourager quand même. L'alcool, qui est encore, faut l'encourager avec les points, puis t'as les publicités partout, puis mais après ça, le tabac, c'est tout caché. Le cannabis, c'est tout caché. Pour moi, il n'y a pas de raison scientifique à ça, c'est des raisons juste sociales, puis par notre passe. Politique, oui. Qu'est-ce qu'il y a sur un paquet de cigarettes quand tu l'achètes? Ah oui, les conséquences, une photo des conséquences. Il y a des messages, évidemment, de santé écrits en gros. Et puis, je crois que l'emballage est tout pareil maintenant aussi au Canada. J'en achète pas, fait qu'on dirait que j'ai oublié comment ça marche. Quand tu achètes une bouteille de vin, qu'est-ce qui est écrit dessus? Point bonus. Local. Produit local. Quand tu achètes du THC, fruité hiver. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Quand tu achètes du cannabis? Ouais, le prix, le pourcentage, puis c'est caché derrière une boîte. Puis c'est tellement dur aussi, t'as même pas de prix par THC. T'sais, c'est fait pour ne pas aussi encourager la surconsommation. Fait que t'achètes 3,5 grammes ou 28, c'est le même prix. Genre, je veux dire, t'as pas de discount pour une grande quantité. Il y a des incitatifs à en acheter plus pour l'alcool. Exact. Pas de promotion. Qu'est-ce que tu penses de Éducalcool? Quand j'ai appris qu'Éducalcool était financé par des compagnie de production de produits alcoolisés, ça m'a choqué. Là. Ça t'a ébranlé. Ça m'a vraiment choqué. Puis après ça, tu comprends. Ah oui, la modération a bien meilleur goût. Oui, pourquoi pas l'abstinence? Ouais. Puis sur des messages de juste un petit peu. Pas zéro, mais vas-y avec la qualité, pas la quantité. Puis là, c'est ça. Tu regardes d'où vient l'argent, puis c'est les microbrasseurs du Québec ou quelque chose, genre. C'est comme... Oui. Ah. Parce que c'est pas achète pas, c'est achète, mais sois responsable. Le message est correct. Mais achète. Je veux dire, c'est bien de dire bois un peu moins, mais le vrai message. Le vrai message devrait être arrête de boire. Ben, le meilleur choix pour ta santé, c'est ça. Présente l'information vraie. Oui. Si tu veux réduire le risque d'accident et de tout, ne bois pas. J'ai jamais su que c'était paragouvernemental et que c'était pas vraiment... C'est vu comme un organisme public avec l'intérêt du grand public. Exactement. À cœur. Exactement. Tu penses qu'ils veulent ton mieux. Puis que c'est l'annonce plate du gouvernement qui veut t'empêcher de boire. Mais non, il veut pas t'empêcher de boire. Oui. Oui. Non, mais juste aussi les vapes, là. Puis la cyberdépendance. OK. Ah oui, je veux parler de cyberdépendance. Vas-y. Là, je suis rendu dans les vapes. Fait que juste, il faut de la réglementation là-dessus. Là. Tu sais même pas qu'est-ce que tu achètes. Fait qu'il faut que la SQDC puis le fédéral se bottent le cul pour vendre, soit commencer à vendre des produits dérivés ou augmenter la réglementation puis qu'il y ait des inspecteurs qui font des visites non annoncées dans les usines de production pour voir, puis ils font des tests indépendants de qu'est-ce qu'il y a dans les fioles. Je veux ça, là. Ensuite, cyberdépendance. Il y a tellement de gambling qui se fait, là. Puis l'argent, tout l'argent qu'il y a dans les microtransactions, là, c'est fou, man. Ben oui. Faut aller googler, là, genre, l'évolution du marché du jeu vidéo, là, puis d'où rentre l'argent. Au début, c'est vraiment quand t'achètes le jeu, t'es 75$, là, t'allais acheter le jeu. Après ça, t'as eu le par mois avec le World of Warcraft, et etc.
subscription mensuelle qu'il y a toujours encore. Mais là, avec toutes les microtransactions, puis c'est du gambling, ça coke, man. Mhm. Tout. OK, puis là, je commence vraiment avec un focus à propos de l'aspect financier de la chose. Là. Ouais. C'est toutes les dépenses et l'aspect de gambling, c'est pas réglementé parce que c'est pas de l'argent que tu gambles, c'est la monnaie du jeu. Vu que tu achètes avec ton dollar des points ou des gemmes, et après ça que tu dépenses des gemmes pour recevoir une boîte aléatoire de peut-être tu auras quelque chose de rare, peut-être tu le sais pas, ben là, c'est légal. Mais faire ça dans un casino, tu peux pas, là. Il faut que tu aies tes chiffres précis, décrits, c'est quoi tes chances de gagner, puis que ça soit vraiment ça, puis c'est inspecté pour que s'il y a 96% de revenus décrits sur ta machine, c'est 96% de revenus. L'Auto-Québec fait des vérifications. J'espère, en tout cas. Mais tout ce qui est en ligne, c'est pas réglementé. Fait que toutes les techniques que tu n'as même pas encore pensées, qui peuvent t'influencer à peser sur le petit bouton rouge, là, puis à peser sur ta carte de crédit pour faire envoyer de l'argent, là, c'est tout là. Ah, c'est que ça fait chier. Pour quelqu'un de dépendant, man, je suis pogné dedans. Là. Mhm. Oh. Tu sais, si on parle de jeu d'argent, par exemple, là, il y a une grosse discussion à avoir là-dessus. Là. Est-ce que tu es déjà allé au casino, toi, André? Oui. Okay. C'est qui avait au casino? C'est quel genre de population qui avait au casino? Beaucoup de vieux. Mais on le voit, tu sais, pas obligé aussi d'aller dans un casino. Là. Aller dans un bar à machine. Là. Mm-hmm. Si tu vas ici au casino du Lac-Lémy, beaucoup de têtes blanches, là. Ouais. Beaucoup de personnes retraitées. Le casino, c'est vraiment une vache à lait du gouvernement, là. Puis l'Auto-Québec aussi, là. Tu sais, Auto-Québec ne va jamais dire arrête de jouer. C'est ça. Puis c'est fou parce que justement, c'est dans leur mandat de faire de l'argent et aussi d'aider les gens de sortir de la dépendance. Comment tu penses être impartial là-dedans? C'est ça. C'est impossible. Tu peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. C'est contradictoire, c'est un non-sens. Littéralement, la nature de l'organisation est un non-sens. Tu sais? Quand tu regardes à Montréal, les quartiers où est-ce qu'il y a le plus de pauvreté, c'est les quartiers où est-ce qu'il y a le plus de machines à sous par mètre carré. Ça m'étonne tellement pas. Tu sais, corrélation n'égale pas causalité, mais comme pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les garde là? Pourquoi est-ce qu'on les enlève pas? Bien, évidemment, on s'en fout des pauvres qui vont dépenser leurs dollars aux machines à sous. On les voit pas, on les ignore, mais c'est ça que si tu es dans un quartier riche de Montréal, ce serait problématique, là. Hey, il faudrait vraiment qu'on agisse là-dessus. Mais là, parce que c'est des gens qu'on stigmatise, ça nous dérange moins. Malheureusement, tu sais, les personnes qui ont plus de pouvoir continuent à se ressembler, tu sais, dans leur couleur de peau, dans leur ethnie, dans leur sexe, puis leur genre, dans leur orientation, dans leur background socio-économique. Absolument. Les leaders continuent à se ressembler, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, malgré toute la conscientisation sociale qu'on a. Ça reste, la preuve et le résultat. Le résultat change pas ou peu. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on put our money where our mouth is. OK, je vais rentrer à un point important. Je trouve qu'il y a beaucoup de débats par rapport à cette égalité-là, mais il faut vraiment avoir en tête les deux concepts d'égalité des chances et d'égalité de finalité. Égalité de finalité, c'est qu'est-ce qu'on fait, je dirais, de plus en plus en ce moment. C'est d'arriver, comme Trudeau, à un conseil des ministres, 50% femmes, 50% hommes. Je pense pas que c'est la dernière étape où ce qu'on devrait aller. C'est peut-être une étape transitoire, mais c'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est l'égalité des chances. Parce qu'on veut juste que tout le monde fasse ce qu'ils veulent. Oui. Que tu sois une femme ou un trans, puis à la fin, il va se ramasser qu'il y aura peut-être plus de médecins femmes que d'hommes, il y aura peut-être plus d'hommes qui vont être soudeurs sous l'eau. Là. C'est correct de ne pas avoir une égalité de finalité dans certains emplois et certaines places, mais il faut que la chance soit là. Et pour que la chance soit là, il faut qu'on les voit, ces personnes-là. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui voient des personnalités fortes et puissantes, des femmes au pouvoir et des gens au pouvoir. Il faut que ça soit rendu normalisé pour qu'il y ait l'égalité des chances. Si on avait une égalité des chances parfaite, naturellement, on aurait une égalité de résultats.
de dire, OK, ben c'est ça. Moi, Ouais, je c'est pense ça. qu'on n'est pas d'accord là-dessus. OK. Parce que ma logique, c'est de dire comme, si on dit vraiment que tout le monde a la même chance de faire quelque chose, comme pour vrai, là, que peu importe ton intersectionnalité, tu vas avoir les mêmes chances que ton voisin, OK? Puis on dit dans la population, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Aléatoirement, faites ce que vous voulez. Dans ma tête, par exemple, les médecins, ils devraient avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes chances de le faire. Tu sais, aléatoirement, il y en a autant qui vont choisir de le devenir. Parce qu'il ne devrait pas avoir d'autres raisons systémiques qui expliqueraient. Mais il y a une quand même des différence. différences biologiques entre les hommes et les femmes. On a Ouais. à la base Mais tu sais, des juste la valeurs et des binarité, besoins différents. la binarité du genre s'est remis en question. Là. OK. Tu comprends? Parce que être femme, c'est un construit social. OK, fait que dans le fond, l'idée que si on arrêtait de donner des petits camions de pompiers, puis des petits chars de police aux gars, puis des Barbies aux filles, que peut-être qu'il y aura 50% de policières et 50% d'hommes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des humains. Ah, c'est bon, c'est une bonne pensée. OK. Tu sais. Pourquoi est-ce on attribue les rôles plus maternants, entre guillemets, les rôles de prendre soin de quelqu'un d'autre à un rôle féminin? Puis on attribue des rôles de être physiquement, tu sais, pas physiquement, mais tu sais, être fort en général, le concept d'être fort, des rôles techniques, des rôles qu'il faut penser beaucoup à des rôles masculins. Mais je pense juste Tu sais, une femme. dans les intérêts des gens. Mhm. Est-ce que Mais c'est ça, mais nos intérêts sont qu'il y a une modulés corrélation par entre notre les hommes société. ont plus d'intérêt pour une chose, puis les femmes ont plus d'intérêt pour une autre chose? Oui, mais biologiquement, Ou- je pense ouais. que non. C'est une bonne question. Parce qu'on est modulé par les sociétés. Je pense que biologiquement, on a des différences hormonales qui font en sorte que, tu sais, oui, la testostérone, ça fait que tu es plus impulsif, tu es plus erratique. Et oui, quand tu es enceinte puis tu accouches, tes hormones vont faire en sorte que tu vas vouloir t'attacher à ton bébé, prendre soin de ton bébé. C'est comme normal, tu sais, c'est genre l'évolution, la nature de. On est contrôlé, nos gènes, littéralement, ont évolué pour nous permettre de les transmettre. Mhm. Fait que, tu sais, si à un moment donné dans l'évolution, c'était favorable pour l'espèce humaine que l'homme chasse puis la femme reste dans la hutte pour comme, prendre soin du bébé puis allaiter, ben nos gènes ont continué à aller là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que comme oui, il y a comme une base biologique qui pourrait expliquer certaines pulsions, mais les construits sociaux, ça nous est transmis. Ouais, j'aime ça. Puis de là à dire comme, tu sais, par exemple, s'il y a 5% d'handicapés dans la société, dans ma tête, naturellement, il devrait y avoir 5% d'handicapés dans n'importe quelle profession. Puis là, la question, c'est quel handicapé? Non, mais comme n'importe quoi. Tu sais, par rapport à tes Puis là, aptitudes. OK. Là. Aussi, l'égalité de finalité, un des problèmes que je vois avec ça, c'est où est-ce que tu arrêtes de couper? Est-ce qu'on coupe juste à homme, femme, ou après ça, on y va par pays? Parce qu'un noir du Cameroun ou un noir haïtien, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Mais nous, au Conseil des ministres, s'il y a un noir, ben, on voit ça, c'est correct qu'il y a un noir. Mais est-ce que tous les noirs seront représentés par cette personne-là? Non. Fait que c'est où la ligne? Est-ce que 60-40% aussi, c'est correct? Ou il faut vraiment que ce soit 50-50? Ou c'est 55-45? Là, c'est correct qu'il y ait une discussion là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de flou aussi à c'est quoi l'égalité. Ouais. Puis l'égalité pour qui? 100%. Puis là, après ça, est-ce que les âges, on va-tu rentrer dans l'égalité des âges? Est-ce qu'on a vu des personnes de 90 ans aussi, un petit peu dans tous les conseils partout, puis les 18 ans aussi? Parce qu'il faut représenter toutes les générations. Puis après ça, il faut représenter genre, tout ça. Ouais. Puis il y a tellement de groupes différents dans la vie. Ouais. Ben, je pense que oui. Mais je pense que comme justement, si c'est pour ça que je maintiens ma thèse que comme si on a une vraie égalité de chance, naturellement, il va y avoir une égalité de finalité. Parce que la question de comme on coupe où serait un peu une question à poser. Parce qu'on n'aurait pas coupé nulle part. Parce que naturellement, les gens vont pouvoir être représentés dans tout et n'importe quoi. Je sais plus si philosophique et abstrait, mais c'est parce que c'est important de comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises. Il y a des gens à la tête de studios de cinéma. Il y a des gens à la tête de firmes publicitaires. Il y a des gens à la tête de compagnies et de gouvernements. Et ces gens-là prennent des décisions qui influencent plein de gens qui on voit à la télé, qui on voit dans les films de super-héros,
qui on voit dans les publicités, qui on voit dans les annonces gouvernementales, ça crée des biens implicites. Et il faut qu'on se rappelle que tout ça, c'est des décisions qui ont été prises par des individus et on doit se demander qui sont ces individus-là, pourquoi ils prennent ces décisions-là et qui ça profite le plus, ces décisions-là. Et souvent, on arrive pas mal à la même réponse. Ouais. Tu sais? Oui. Fait que c'est juste en être conscient. Oui. Je pense. Oui. C'est ça que je veux dire. All right. Est-ce qu'on est woke? C'est pas de dire que comme, oh oui, je suis woke. C'est non. Genre, je pense que je comprends. J'essaie de comprendre la réalité telle qu'elle est. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est bien que comme tout le monde essaye de la comprendre, Mm-hmm. la société. Parce que ça nous permet de faire des décisions éclairées. Ça nous permet de comme prendre action sur des choses qui devraient changer. Tu sais? We're not self-centered, we're self-aware. Si on part du principe fondamental que personne aime ressentir de la douleur physique ou psychologique, ben là, c'est facile de dire comme, ben oui, si tu es une personne racisée qui se fait plus battre que d'autres personnes dans des relations amoureuses, ben là, peut-être qu'il faudrait qu'on change ça. Tu sais, c'est assez facile à avoir un consensus là-dessus. Là. On ressent tous comme humains la douleur. Et on s'entend tous pour dire qu'on devrait avoir moins de douleur. Tu sais? Ben, c'est facile. Après ça, tu peux juste l'extrapoler à comme des choses plus abstraites et fines. Ça part beaucoup de ça, là. Fait que là, t'es rendu où, là, dans ta journey, dans ton parcours? Je fais de la thérapie. Je suis rendu que je l'ai accepté et que Hey, j'ai commencé. C'est vraiment un gros move. Puis j'y vais encore intense. Hein. J'étais allé 3 thérapies en même temps. Là. Okay. Of course. Thérapie de groupe au public. Le CRDM, c'est le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal que j'allais voir un travailleur social là. Là, je l'ai lâché là, parce que c'était trop. Et le psy. Ouais. Thérapie que je me suis lancé puis ça marchait. Puis j'aime ça à date. Mais tu vois, reconnaître un problème, c'est la première étape pour trouver une solution. Exactement. Reconnaître le problème. Je suis rendu à l'étape. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première journée que je me suis dit je suis un toxicomane. Parce que j'ai lu le rapport médical que j'avais fait remplir par mon médecin puis que c'était écrit sur le papier. C'est comme, OK, c'est ça que je suis. Ben, ce n'est pas juste ça. En ce moment, oui. Agree to disagree. Mais tu sais, ça fait partie de... Non, pas juste ça. Mais oui, en ce moment, ça fait partie de ma personnalité. Oui. Quand tu te sens pas... Fait que là, je commence à l'accepter. Je suis pas trop sûr, mais ça commence. Là. Puis après ça, ben, c'est de faire OK puis de vivre avec. Tu t'appropries le fait que tu es un malade mental. Ouais. Que t'es, je vais dire plus oui, pour de vrai, oui. Tu t'appropries le fait que tu es un addict. D'accepter de manière au moins neutre ou d'arrêter d'être négatif par rapport à moi. Là. Qu'est-ce que tu fais en thérapie? C'est quoi le genre de thérapie? Oui. La thérapie de groupe que j'ai commencé, c'est disponible publiquement. Vous pouvez demander ça à votre CIS local. Il y a toujours plein de groupes. C'est comme les AA ou NA, mais avec le public. Là, tu te rends compte juste par prénom, puis ils ont des programmes. Là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est avec le concept de... J'essaie de me rappeler. Quelque chose de positif. Comportemental positif. Okay. Fait que tout ce qu'on focus, c'est le présent et nos buts pour la semaine. Puis, on ne parle pas du passé. Aussitôt qu'on commence à parler de trauma ou du passé, la travailleur sociale, la psy qui sont là pour nous guider, ils disent non. Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Puis vraiment retourner plus dans le concret, dans le maintenant. Fait que ça, j'aime ça. Puis j'aime aussi ça, que ce soit en groupe, de réfléchir puis de voir d'autres gens qui souffrent. Ça te relativise aussi, puis ça t'aide à savoir que tu n'es pas tout seul. Donc, le dernier devoir que j'avais avec cette thérapie-là, c'était de me poser la question miracle. Si je me réveille demain matin, puis il y a un miracle, c'est quoi? Okay. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que de réfléchir à ça. Puis c'est juste une manière, comme une autre, de penser à ton futur, d'essayer de forcer la personne à penser à son futur. Puis de comment se rendre là. La thérapie au privé, avec one-on-one avec le psychologue, et j'ai dû passer par le privé parce que le public... OK, à la maîtrise, j'avais les assurances étudiantes. Que j'ai pu voir 20 sessions avec une psychologue à l'intérieur de l'université, associée au réseau de l'université. Mais j'étais pas prêt à
faire de la thérapie, je pense. Là. Ça n'y a pas eu de connexion. C'est ça, elle essayait d'aller chercher des traumas, puis dans ma tête, j'étais comme, mais non, j'en ai pas de traumatisme. J'étais un jeune homme blanc parfait. Fait que j'ai pas retenu grand-chose, à part, il y a une rencontre où j'y disais que je me détestais, je rendais dessus de ma semaine, je me suis pas présenté à 3 jours de job sur 5. Puis quand je me suis présenté, j'ai rien fait, j'ai pas avancé dans mon projet pantoute. Puis là, elle me dit, ah, mais bravo, tu t'es présenté à 2 jours. Mais c'est pas ça que je voulais entendre. En tout cas, j'étais pas là. Fait que ça n'a pas marché. Ensuite, avec le public, j'ai appelé Psy Montréal, je pense. En tout cas, j'ai juste googlé, il y a Psychologue Montréal public, I guess. Là. Puis là, quand t'appelles, ils te disent que t'as tellement d'attentes. J'avais dit, fuck it, mettez-moi même pas ça liste d'attente. Parce que quand je vais être accepté, j'aurai plus le problème. C'est ce que je pensais. Et donc là, je suis rendu au privé et ça coûte cher. Et vu que ça fait des années que je me fais dire par tout le monde, fais de la thérapie, André, ça va être bon. Puis là, que je commence puis que j'aime pas ça, c'est tough. C'est tough parce que je ne sais pas si c'est moi qui est encore contre la thérapie puis que c'est moi le problème ou que c'est l'approche de la thérapie puis mes demandes qui sont trop exigeantes. Je comprends même pas c'est quoi la thérapie. T'sais. C'est peut-être juste ça. Parce qu'à date, j'ai beaucoup de déceptions. Là. Que ça se fasse par Zoom, que ce soit... C'est comme... Ouais, ça marche pas. Puis je veux pas changer parce que là, ce serait 2000$ que j'aurais déjà perdu. Faudrait tout recommencer avec l'autre personne, tout redire la même affaire, puis ça me tente pas. Puis si je lâche, je vais décevoir ma mère. Mais là, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? C'est ça, ça tourne en tête. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est-tu de l'anxiété, ça? Peut-être. Parce que encore aujourd'hui, quand j'entends le monde dire « je fais de l'anxiété », je sais pas ce que ça veut dire. Puis peut-être que c'est ça que je fais depuis ma vie. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire, je suis pas ton psychologue. Ouais. Fait que je suis rendu là. Je vais essayer de continuer. Mais tu sais, la psychothérapie, c'est un peu comme les souliers, hein? Faut que ça soit un bon fit. Aussi. Fait que si tu sens dans ton cœur que ça marche pas, point. Il y a des gens pour qui la psychothérapie, ça marche pas. Mais je suis posé d'attendre combien de temps avant de savoir si je peux bien m'exprimer avec le psy ou pas. Personne ne peut te le dire. Je sais qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, mais... C'est toi qui le sais. Mais tu sais, techniquement, la thérapie que tu fais de groupe, c'est de la thérapie. Là. Oui, absolument. Fait que tu as ta réponse là. C'est pas, entre guillemets, la thérapie qui ne marche pas. Tu en as une forme qui marche très bien pour toi. Là. Oui. Puis tu sais, c'est vraiment juste des petits problèmes avec le thérapeute. C'est, par exemple, on parlait... OK, je bloque mes émotions. Okay. Quand j'ai une émotion que j'aime pas, qui arrive, mon cerveau, on dirait qu'il shut off, puis je pense à autre chose, direct. Donc, je demande à mon psy, une fois qu'il m'a expliqué ça, qu'il m'a démontré, puis je le comprends, puis c'est vrai. OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Mais il me dit, travaille là-dessus, pense-y plus consciemment, quand ça t'arrive, essaye de rendre ça plus conscient, puis de penser à qu'est-ce qui se passe. C'est comme, OK, mais comment? Je comprenais juste pas. Comment est-ce que je me rappelle de te faire ça? Est-ce que je l'écris? Est-ce que je m'enregistre? Est-ce que j'ai une roue de couleurs de toutes les émotions? T'sais, comment je fais pour identifier une émotion que je suis en train de bloquer? As-tu des outils à m'envoyer? Fait quand il a répondu, c'est à toi à chercher ça. C'est à toi de trouver le bon outil puis à trouver la roue. Mais ça m'a tellement fâché parce que j'étais comme, non, man. À quoi tu sers? C'est ça. À quoi tu sers à part me dire des mots à travers un écran? Quand je passe mes journées à travers des écrans, puis entendre des mots à travers des... Tu sais, c'est comme... C'est pas ça que j'ai besoin. Puis, dans ma tête, ça allait juste être facile. Il y a sûrement une assistante là, qui va m'envoyer un courriel ou je sais pas. Là, donne-moi un lien. Mais non. Non. Puis, on dirait que c'est ça. J'ai pas cette flexibilité-là avec lui de... Tu sais, je peux-tu t'envoyer un courriel puis tu me réponds? Quand j'ai posé cette question-là, il m'a même pas répondu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais je te pose la question, réponds-moi! C'est ça. Il y a de la mauvaise communication, puis est-ce que c'est ça la thérapie ou c'est moi le problème? Ben, c'est déjà bien que tu es capable de mettre des mots dessus. Parce qu'il y a des gens qui seraient juste frustrés, ils ne comprendraient pas pourquoi. Fait qu'au moins, tu as pu
identifié que c'était un problème de communication à la base. Puis là, ben, je pense que très simplement, je t'incite à en parler ouvertement là. Oui, ouais, c'est ça. À un moment donné, ça sert à rien d'être C'est ça, frustré dans j'essaie de son faire coin. le plus possible. Ouais. De m'accepter. Non, en parler ouvertement avec lui. Oui, de oui, nommer oui. qu'il y a un problème dans la communication. Parce que tu as le droit de pas fitter avec un thérapeute, là. Ça arrive, là. Puis c'est la vie. Puis il y a différentes personnalités de thérapeutes, puis il y a différentes modalités de psychothérapie. Puis il y a une raison pour laquelle il y a différentes modalités de psychothérapie. Parce que c'est pas une chaussure faite à tout le monde. Point. Mais tu sais, aujourd'hui, comment le système y est fait aussi, même si ça marche pas, peut-être que je me sentirais quasiment obligé de continuer avec lui pareil, parce que je peux pas changer de psy. Je vais avoir 2 ans pas de psy avant d'en avoir un autre. Je comprends. Fait que est-ce que ce demi-chemin-là, ou chemin qui est un petit peu à côté de la voie que moi je voudrais peut-être prendre, ou un petit peu de mauvaise communication, est-ce que c'est sûrement mieux que rien? Peut-être. Je sais pas. Fait que même encore là, il y a du doute de ça soulève qu'est-ce qui est la bonne chose pour les moi, contraintes du système. Ouais. All right. D'autres choses que tu voulais dire par rapport à la psychothérapie? Moi, j'aimerais juste ça, que c'est ça, les gens en parlent plus de comment ça se passe leur séance, même si c'est en détail, pas, je veux dire, vague par rapport aux détails, mais juste, c'est-tu moi qui est fou qui aime pas ça que les séances, c'est 50 minutes au lieu d'1 heure? C'est moi qui est fou qui aime pas ça, Zoom, où c'est rendu, où tout le monde est correct avec ça. Est-ce que c'est moi qui en demande trop? Ou vous? Juste avoir des exemples des gens, j'aimerais vraiment ça, avoir ça dans la vie, de eux, comment est-ce qu'ils communiquent justement avec leur psy pour moi trouver qu'est-ce qui fitterait avec moi. Parce que je sais pas c'est quoi les modèles, je sais pas c'est quoi les exemples. T'as des amis autour de toi qui font la thérapie? Oui, mais personne n'en parle. C'est juste je fais de la thérapie. C'est comme, bien pour toi, cool. T'as posé des questions non, à tes amis? C'est pas... c'est un sujet à essayer, à ouvrir. Ben oui, t'essaieras ça. Tu m'en reparleras. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent des addicts? De l'empathie, ça s'apprend. Oui, tu peux l'avoir naturellement, mais ça s'apprend aussi de réfléchir à cette personne-là. Aussi, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est pas de se mettre soit à la place de l'autre, puis comment toi, tu penserais à sa place. Non, c'est de se mettre dans la tête de l'autre personne. Si toi, t'étais cette autre personne-là, avec son passé, avec son présent, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est cette vision-là, je pense qu'on peut y penser, se concentrer là-dessus, et justement, en faisant cet exercice-là, d'être moins méchant. Est-ce que ça nous amène quelque part d'être méchant? Probablement pas. Tu m'as dit que tu avais des réflexions là, que tu avais écrites dans ton petit calepin. S'il y a quelque chose pour vous qui ne va pas dans votre vie, c'est classique à dire, mais c'est important d'en parler. Mais encore plus important que ça, c'est de l'autre côté de la médaille, que si tu te fais dire quelque chose par quelqu'un, il faut que tu écoutes. Il ne faut pas que tu juges, il ne faut pas que tu répliques. Fais juste prendre la personne dans tes bras, puis ferme ta gueule. Des fois, l'autre personne a juste besoin de le dire à voix haute. Elle ne veut pas savoir ce que tu en penses. Si elle veut savoir ce que tu en penses, elle va te le demander. Laisse juste la personne être et s'exprimer, puis être là pour elle. Quand les personnes qui ont besoin d'aide, qui acceptent qu'ils ont besoin d'aide et qui la cherchent, c'est important d'être là. Est-ce que tu trouves que moi, j'étais là pour toi? Que j'étais présent? Oui, même si on a une relation, je dirais, plus à distance et qu'on se voyait plus au mois qu'autre chose, j'ai toujours été confiant de
parler avec toi. J'ai toujours eu du fun avec toi. Puis savoir que justement, je n'allais pas être jugé. Puis j'allais être pris comme une personne avec son expérience, une personne sérieuse. Ben, ça fait du bien. Puis c'est juste ça des fois que tu as besoin pour créer un bon lien. Mm-hmm. Oui. Je t'avoue que c'est difficile quand tu vois un ami qui va pas bien de se restreindre. Tu sais, de faire comme « Oh non, mais je vais aller chez toi, puis là, on va parler, puis là, comme on va googler les thérapeutes ensemble, puis là, comme on va t'inscrire une séance de psychothérapie, puis genre, on va trouver une façon pour payer ça comme ensemble, puis comme parce que genre, je tiens à toi, puis je veux que tu ailles bien, puis genre, je veux que tu sois autant motivé que moi pour que tu ailles bien. » Tu sais? Ouais. Ça. C'est ça, la personne qui va bien essaye d'amener la personne qui va mal à son niveau. Oui. Mais commence peut-être par descendre. À comprendre son niveau. Ça, c'est une des choses dans ma relation avec toi. Ouais. Ça a été un apprentissage qui était difficile de dire comme non. Quand André va être prêt, il va m'en parler. Quand André va être prêt, il va chercher son psychologue tout seul. Tu sais, si ça prend des années, ça va prendre des années. Et ça l'a pris des années. Oui. Fait que ça, de mon côté, c'est ce qui était. Puis j'ai essayé de le faire. Je pense que j'ai quand même bien réussi à le faire. Mais de mon côté, c'était de vivre dans l'incertitude de comme ça se peut que tu ailles mieux, comme ça se peut que tu ailles moins bien. Puis il faut que je le prenne comme ça arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis c'est très intelligent émotionnellement. non, mais oui. Yeah. Oui. Comment t'as trouvé ça, la discussion qu'on a eue? Merci de m'inviter. J'espère que les gens ont bien aimé notre conversation. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et puis que, en ce moment, je suis très fier de notre podcast. Puis, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Ça fait du bien de s'ouvrir. Je me sens bien, là. Ouais. Pour mon mot de la fin, j'irai avec un mot que j'envoie directement, personnellement, à un ami d'enfance. Pascal, tu m'appelles vraiment quand tu veux. Hein. Tu peux se débarquer chez nous un matin sans m'avertir. C'est pas incorrect. J'espère que tu vas bien.